Après une terrible décennie, le secteur automobile retrouve des couleurs et se trouve confronté à de nouveaux enjeux. D'abord, les véhicules de demain devront être plus propres, moins polluants. Ils devront également être plus sûrs et plus confortables. Les constructeurs développent pour cela des systèmes de conduite autonomes. Enfin, la voiture est aujourd'hui connectée. On peut être géolocalisé, on peut téléphoner et communiquer avec le monde entier grâce à son véhicule. Des enjeux qui expliquent sans doute que l'automobile est le premier secteur en France pour le nombre de dépôts de brevets. Regardons la carte. Actuellement, près de 5000 offres d'emploi sont disponibles sur Internet. Et le mondial de l'automobile offre une réelle opportunité pour les candidats de rencontrer directement les recruteurs. Parmi eux, le groupe Renault, groupe international présent dans 125 pays, qui a vendu plus de 2 800 000 véhicules en 2015. En 2016, Renault prévoit de recruter 1000 nouveaux collaborateurs en CDI et 1000 en contrat d'apprentissage dans les différents métiers du groupe. Les recrutements ont lieu pour moitié dans les usines et pour l'autre dans l'ingénierie et les fonctions tertiaires. Pendant toute la durée du mondial, un espace dédié permet à ceux qui le souhaitent de découvrir la marque, de consulter les offres et de postuler. Une date à retenir, celle du 12 octobre. Les candidats intéressés auront la possibilité d'échanger avec une quinzaine d'ingénieurs sur les nouveaux défis du groupe et les métiers associés. Jaguar et Land Rover sont deux marques emblématiques de l'histoire de l'automobile, synonymes de style, de performance et de raffinement. Elles disposent d'un réseau de 103 distributeurs et réparateurs agréés, répartis sur toute la France, et elles continuent de se développer fortement. Ces marques recherchent pour leur réseau de concessionnaires une soixantaine de personnes pour renforcer le service après-vente, principalement des techniciens et des mécaniciens, mais aussi des conseillers services, des magasiniers et des secrétaires après-vente. Les deux marques privilégient les profils expérimentés, passionnés par l'automobile avec un sens fort du service client. Si vous ne pouvez pas vous rendre au Mondial de l'automobile, il est possible d'adresser sa candidature par mail à cette adresse. Autre constructeur présent au Mondial de l'automobile, BMW France. Le groupe profite de cet événement pour recruter ses futurs collaborateurs. 100 postes en CDI sont à pourvoir en cette fin d'année sur les métiers de conseiller commercial, mécanicien, conseiller service ainsi que sur les autres postes présents en concession automobile. La marque donne rendez-vous aux candidats aujourd'hui et demain pour vivre un programme exceptionnel. Accès VIP au Mondial, essai d'un véhicule, driving interview en BMW série 7. Pour vivre l'une de ces journées de recrutement, il suffit de déposer une candidature en vidéo sur le site www.bmw.fr. Et comme d'habitude, vous pouvez postuler aux offres diffusées dans cette chronique. Sur le site de Télématin, vous allez retrouver notre partenaire Météo Job qui vous indiquera la marche à suivre. Très belle journée à vous. Passer au sport maintenant, un week-end chargé, oh oui. Come un ragazzo i capelli giù, porto il maglione che porti tu e con la cinta mi tengo su i pantaloni. Come un ragazzo mi ostino un po' e quando guardo. Bon allez, on commence par le foot comme d'hab. Non, pas forcément comme d'hab, William. Ah bon de faire... oui, on essaie Il y a de des faire choses qui attention. s'arrivent plus tard que le football Oui, le ou dimanche qui sont soir. parfois plus importantes. Mais non, ça s'est terminé tard. Vous savez que ce soir, la France affronte les Pays-Bas en qualification pour le Mondial 2018. 25e rencontre entre les deux pays, 10 victoires de chaque côté. Et voilà, la France a remporté les deux derniers matchs. Voilà, on en reparlera plus tard. Là, ce sont les matchs entre les Espagnols et les Albanais. Et ça s'est bien passé pour les Espagnols. Regardez ce qui s'est passé hier soir. Après leur nul chez les Italiens, les Espagnols donc ont passé un bon dimanche en Albanie. Victoire de l'Espagne en blanc 2-0. But en deuxième période de Diego Costa dans des cages vides. Et tir à rater de Nolito. Les Espagnols sont en tête du groupe G devant les Italiens qui sont également en blanc et qui ont sorti les grands moyens en Macédoine. Des Macédoniens qui menaient 2-1 à 15 minutes de la fin. Immobilier, lui, s'est offert un doublé et permet aux Italiens de s'imposer finalement 3-2. Voilà pour le football.
Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du rugby, top 14, 8e journée, avec des Clermontois qui sont en tête du championnat et qui peuvent remercier un garçon, leur buteur. On regarde Clermont qui accueillait Toulouse, 3 essais toulousains et 2 pour les Auvergnats en jaune. Itouria et Lamera, et surtout 100% de réussite pour Morgan Parra qui n'a pas raté les transformations et les pénalités. 2 transformations, 5 pénalités. Le score 29-25 et Clermont leader devant La Rochelle et Montpellier. Lyon et 9e après sa victoire face à Pau 27-22. Frédéric Michalak marque un essai, 3 transformations et 2 pénalités à lui tout seul. On change de terrain avec du basket, 3e journée de Pro A, Paris-Levallois en gris sur le podium derrière Monaco et Nanterre. Les Parisiens ont battu largement Limoges 87-73. Limoges est 8e du classement. Un petit mot de cyclisme avec le Paris Tour, 110e édition. Le vainqueur a surpris tout le monde, le Colombien Fernando Gaviria. Il est sorti à plusieurs centaines de mètres de l'arrivée, donc il met tout le monde à l'amende. Et il l'emporte devant le Français Arnaud Démare. Ça, c'est le Colombien vainqueur. Bon, il n'y avait pas une course aussi, ça, à pied, quelque part? Ah si, on vous mettra ça après. Ah bon? Mais là, on va être du hand parce qu'il y a pas mal de hand hier. Et on va commencer par les dames. Voilà, du hand féminin avec les dames de l'équipe de France en blanc. Elles ont pris leur revanche sur les Russes en finale des JO. Les Russes avaient battu les Françaises. Et bien hier soir, les tricolores se sont imposés 24-22 en Golden League. Et dans cette compétition, la France a 2 victoires, une défaite. Et la deuxième des 3 étapes sera fin novembre en Norvège. Nantes en violet est invaincu en Ligue des Champions. 3e journée, 3e succès hier. Victoire 35-33 face aux Portugais Doumi Mio. Et dans le même temps, ils ont cette même Ligue des Champions. Montpellier en bleu tombe pour la 2e fois, battu chez les Norvégiens d'Elverum 31-32. Grand Prix de Formule 1, Japon Suzuka, 17e rendez-vous de la saison, 9e victoire pour l'Allemand Nico Rosberg qui au classement général compte 33 points d'avance sur son premier poursuivant, son coéquipier chez Mercedes Lewis Hamilton qui est arrivé 3e hier. Rosberg file vers un premier titre mondial, il reste encore 4 Grands Prix et le néerlandais Verstappen est monté sur la 2e marche du podium. Voilà votre course, les 20 km de Paris, 38e du nom, plus de 25 000 coureurs et victoire d'un Français, il s'appelle Morad Amdouni, double champion d'Europe de cross par équipe. Son temps, écoutez, 59 minutes 19 secondes, ça fait quand même plus de 20 km/h. Et chez les dames, victoire de l'Éthiopienne Wuldu, c'est elle qui l'emporte. Voilà, et on va terminer, William, avec un peu de détente et un grand rassemblement de yogis, les yogis du cœur, sous la nef du Grand Palais à Paris. 2000 adeptes de yoga qui ont répondu à l'appel de mécénat chirurgie cardiaque qui fêtait ses 20 ans. Et les bénéfices dégagés par les ventes des places vont permettre d'accompagner les enfants atteints de malformations cardiaques. Donc, ça fait de belles images et du sport pour la bonne cause. C'est joli, hein? C'est beau cet endroit. Il n'y a pas Laura Tenoji là-dedans, parce que souvent elle fait ce genre de choses. Ah, il faudra lui demander. Ouais. Mais demain. Oui. Parce qu'elle Elle se repose. Oui, Voilà, c'est ça. elle a dû le faire. Ouais, c'est ça. On continue avec l'actualité vidéo. Cette semaine, ce sont 3 portraits de femmes qui ont retenu l'attention de Télématin et de Marie Mamjoglou en particulier. Et on démarre cette sélection avec un film assez sombre, mais tendre et poignant sur la culpabilité et les non-dits entre une mère et sa fille. ¿Julieta? Tía, no me lo puedo creer. ¿Julieta? Madre mía, qué sorpresa. Julieta se prête à quitter Madrid lorsqu'elle rencontre l'ami d'enfance de sa fille qu'elle n'a pas vue depuis des années. Andy ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él. Les 2 comédiennes sont sublimes dans ce film troublant et passionnant. La mise en scène vous tient et ne vous lâche plus. No veo a Antia ni sé nada de ella desde hace 12 años. Vas a saber Siempre supe que había algo importante en tu vida que nunca compartiste conmigo. tener algo. Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa. Si te vas a pasar a lo de siempre. Comment vivre sans ceux que l'on aime, c'est tout l'enjeu de ce film subtil et intense. C'est signé Almodovar et c'est un très beau film. Voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte. Porque eras una niña. Porque me resultaba demasiado doloroso. Las Vegas. Romy est une jeune femme brisée par l'amour qui n'aspire qu'à la liberté. Elle décide alors de reprendre sa vie en main.
Diane Kruger trouve l'un de ses plus beaux rôles dans ce road movie amoureux. I know I'm gonna get there. I want to be free. It's all fucking done with love. How about a drink at a bar? Here you are. Sky est signé Fabienne Berthaud. Un film audacieux, les paysages sont à couper le souffle, une très belle surprise. Okay. The sky is always changing. That's why we gave you the name. Sky. पूरे 15 की हो गई सेट। इससे अच्छी छोरी ना मिलेगी आपको। ना मीनू? गुलाब। कैसी है छोरी? करामाल से ना? Dans un village perdu de l'Inde, des femmes osent s'opposer aux hommes et aux traditions portées par leurs rêves d'amour et d'ailleurs. और ये तो सच है ना, तू रांड थी, रांड है और रांड ही रहेगी। Un film fort, magnifiquement interprété, du Bollywood détourné mais avec beaucoup de finesse et surtout, quelle audace! Signé Lena Yadav, ce film rend hommage à la condition des femmes en Inde, une petite pépite pleine d'énergie et c'est un coup de cœur. Ça s'appelle La saison des femmes. On passe à tout à fait au... Oui, on leur chantait une petite chanson. Hein, ils avaient les deux bras qui pendouillaient, plein de sang. Ou alors on les assommait, je sais pas. Non, ça aussi, on pouvait. Un petit coup de... Un petit coup de... Oui, un petit coup de gnôle. Un petit coup de schnapps, oui, c'était plutôt ça. Le rhum, surtout dans la marine. Ou alors j'ai vu, dans les films, on leur remet un morceau de bois dans les dents. Alors, un morceau de bois ou un morceau de cuir, c'était sur les navires principalement, ou sur les champs de bataille, quand on n'avait rien pour soulager la douleur, et que ça évitait aux patients de se mordre la langue, surtout en cas de douleur. Quand on a une forte douleur, on serre les dents et du coup on risquait en même temps de se couper la langue. Donc c'était important de mettre... Et qui a inventé l'anesthésie? Alors c'est un docteur, William Morton, qui a imaginé de vous donner un petit peu de chimie, hein, c'est de la chimie, un gaz chimique qui... Mais alors personne n'y croit, mais c'est un sauveur de l'humanité. L'humanité souffrante, parce que pendant des siècles, ce fut l'horreur. Les chirurgiens, déjà, n'étaient pas formés, si on remonte très loin dans le temps, hein, c'était des barbiers chirurgiens. Les barbiers étaient là pour faire des saignées, et en plus, ils en profitaient, les chirurgiens, pour essayer de vous soigner tant bien que mal. Soit ils vous coupaient un membre, c'était l'amputation, soit on essayait plus ou moins de retirer les flèches, de retirer le gros travail d'Ambroise Paré, le fameux médecin du XVIe siècle. Eh bien, lui, il a fait de gros progrès quand il est allé sur le terrain. On va voir une image tout à l'heure. Il retire les traits d'arbalète ou les flèches et il permet de cautériser, mais tout cela non plus en mettant du fer rouge, parce que c'était diabolique, évidemment. Le fer rouge qui venait cautériser la plaie, lui, il commence à... Mais pendant qu'on leur mettait le fer rouge, le patient s'évanouissait. Alors voilà, la plupart du temps, il y avait deux solutions. Soit on s'évanouissait, soit la douleur était si forte que ça créait un tel choc que l'on mourait sur le coup. Oui. D'où le nombre de décès sur les champs de bataille. Évidemment, les champs de bataille, vous allez me dire, c'est un peu logique de décéder, puisque c'est un champ de bataille, mais en plus, la chirurgie militaire était encore dans ses premiers balbutiements. On va regarder des images, et puis on va comprendre qu'au début, les chirurgiens vont s'aider des épiciers. Comment ça, des épiciers? Ben oui, le voilà, hein, William Morton. C'est lui, ce sauveur de l'humanité. C'est au Massachusetts Hospital, c'est à Boston, aux États-Unis. C'est là que pour la première fois, avec le docteur Warren, il va endormir le premier patient avant le docteur Warren. Alors voilà, un mot sur Ambroise Paré, qui a fait une vraie révolution, lui qui s'est battu dans sa formation pour essayer de sauver au mieux l'humanité, en essayant surtout de sauver par l'amputation, mais pour amputer les gens, il fallait essayer de les endormir. Lui, il utilisait un cocktail d'opium et d'alcool. On le disait tout à l'heure, le rhum va faire beaucoup d'effets. Et puis là, on le voit, c'est la chimie, c'est le gaz. Alors, soit par injection, soit par inhalation.
Moi, j'ai été opéré des amygdales avec ce gros ballon, vous savez, qu'il fallait... Oui, c'était avant la guerre, oui. Non, mais attendez. Avant la guerre de sécession. Alors, le choc, évidemment, on parlait tout à l'heure, William, est assez effroyable. Parce que je vous parlais des épiciers. Les épiciers, qu'est-ce qu'ils apportaient? Ils apportaient ces fameuses plantes qui permettaient au début un petit peu d'anesthésier, mais c'était juste très léger. Non, oui, ça vous faisait partir un petit peu dans un autre monde. C'est ça, un petit vertige. Mais voilà, c'était quoi? C'était du chanvre, puisque le chanvre, c'est le cannabis. C'était le pavot, parce que le pavot, c'est l'opium et la morphine. La morphine, évidemment, est encore utilisée. Ah oui, mais ça, on connaissait bien. Ah oui, absolument, et depuis longtemps. Et finalement, ça vous lançait. C'est pour ça qu'on a, de toujours, on a parlé de ces fameux bras de Morphée qui vous emmenaient dans le sommeil. Ce Morphée, évidemment, a un lien direct avec la morphine. Alors, pour extraire ces objets en temps militaire, il fallait pour ces chirurgiens non seulement une force physique, mais ce qui a sauvé les patients, c'est la rapidité. À partir du moment où les chirurgiens sont devenus extrêmement efficaces et très rapides, alors on a pu sauver énormément de blessés. Ah oui, j'avais pas pensé à l'opium, le chanvre, la morphine, etc. Ah oui, la mandragore, la racine de mandragore, tout cela a été utilisé déjà depuis fort longtemps, mais déjà... Et dans d'autres pays. Ah oui, parce que les Égyptiens déjà, le grave, ces plantes dans la pierre, et on sait qu'ils utilisaient déjà certaines de ces plantes pour calmer les douleurs. Pour calmer les douleurs. Et puis d'avoir un petit tourbillon. D'être un peu dans les vapes avant l'opération, puisque on ouvre les corps humains depuis des siècles. Alors, on le sait bien avec les fameux Égyptiens qui pouvaient... avec leur... je vais y arriver. Au moment où le pharaon était... Oui, absolument, l'embaumement, quand les pharaons étaient décédés. J'aime bien jouer avec lui. Le mot, embaumé. Gagné. Non, pardon. Alors, la rapidité, c'est quand même la clé du succès pour les chirurgiens. On avait un Dominique Larrey, par exemple, pendant l'époque napoléonienne, qui opérait à une vitesse, en une vingtaine de secondes, il pouvait amputer un bras ou une jambe. Et c'était évidemment d'une efficacité redoutable. Quand même, hein. Mais oui. Alors, il allait extrêmement bien. Alors, évidemment, les chocs, je vous en parlais tout à l'heure, ces chocs terribles. On a l'exemple d'une dame qui a été amputée de la langue et que c'est au fer rouge qu'il a fallu cautériser. C'était il y a fort longtemps. Ben voilà, elle n'a pas résisté à la douleur. Tellement c'est ce fameux choc qui. Monsieur Morton est un héros. Ah oui, un vrai héros du monde moderne. On doit ça ça fait 170 ans, donc 1846. Merci beaucoup. Allez, là, on va s'intéresser à ce qui se passe chez nos voisins. Ça s'appelle l'actualité sans frontières. Et direction l'Allemagne, où va nous rejoindre là-bas Amaury Guibert. Alors, on va parler des inégalités salariales entre hommes et femmes. Vous connaissez, en France, et bien en Allemagne, ça existe aussi, bien sûr. Mais le gouvernement allemand a décidé de prendre les choses en main. Il va présenter un projet de loi visant précisément à obliger les grandes entreprises à respecter cette égalité salariale. Alors, vous imaginez, c'est une réforme ambitieuse. Bonjour Amaury. En quoi elle consiste ? Bonjour William, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, vous l'avez dit, c'est une idée toute simple qu'a le gouvernement, c'est de forcer les entreprises à respecter cette égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Alors, pas toutes les entreprises, seulement les plus grandes. Au-delà de 500 salariés, eh bien, la règle, ça sera l'égalité stricte des salaires entre les hommes et les femmes. Entre 200 et 500 salariés, l'entreprise devra ouvrir un droit à l'information, c'est-à-dire que tout un chacun pourra demander quel est le salaire pratiqué au poste qu'il occupe et voir ainsi s'il y a des différences entre les hommes et les femmes, tout en respectant bien sûr l'anonymat de chacun. Avec cette réforme, le gouvernement espère réduire plus vite le différentiel de salaire entre les hommes et les femmes. Ce qu'il était de 23% il y a 10 ans, il est toujours de 21%, ça ne baisse pas. Mais pourtant, il y a des entreprises qui n'ont pas attendu le gouvernement pour appliquer cette égalité stricte des salaires entre les hommes et les femmes, comme on va le voir dans ce reportage que nous avons préparé pour vous avec Clara Dess et Michaela Wert. Elle s'est imposée dans un milieu d'hommes. Angelika Nenz travaille pour la Compagnie des Eaux de Berlin et entre elle et son collègue masculin, il n'y a aucune différence de salaire. Je trouve ça super. On est vraiment sur un pied d'égalité. Moi, je travaille comme eux. On fait le même travail. Et cette égalité salariale concerne tous les postes. La transparence en matière de rémunération est totale. L'entreprise y trouve son avantage. Elle est beaucoup plus attractive quand il s'agit de recruter. S'il n'y avait pas cette égalité, je ne serais plus là. Moi, je veux être à égalité. J'ai connu ça dans d'autres entreprises où l'on n'a pas le droit de parler de salaire. Je trouve ça frustrant. Je ne peux que le conseiller d'être plus transparent.
Un employeur qui paye les femmes autant que les hommes, c'est une exception en Allemagne. Le gouvernement veut donc changer les mentalités. Dans les grandes entreprises, chacun aura désormais la possibilité de demander ce que les autres, hommes ou femmes, gagnent au même poste. Il y a des comités d'entreprise et c'est à eux désormais de donner l'information à la personne qui la demande. Cela renforce les CE, mais aussi les femmes, car elles ne sont plus toutes seules. Mais le chemin vers l'égalité totale entre hommes et femmes au travail est encore long, car il ne s'agit pas seulement de rémunération, mais aussi d'accès à certains emplois et postes à responsabilité. Et sur ce point-là, les Allemandes ont encore beaucoup à gagner. Alors, chaque pays son explication. Quelle explication on donne en Allemagne sur cet écart de salaire entre les hommes et les femmes ? Ouais, un écart important, 16 € brut de l'heure en moyenne pour les Allemandes, 20 € pour les hommes. En fait, il y a d'abord des raisons structurelles. En Allemagne, les femmes, plus que les hommes, sont à temps partiel et elles occupent aussi des postes où les rémunérations sont moins importantes. Les femmes allemandes aussi, quand elles sont en congé maternité, elles s'absentent très longtemps, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et quand elles reviennent au travail, elles ont beaucoup de difficultés à prétendre aux mêmes rémunérations et aux mêmes postes qu'avant. Ça, ce sont des raisons structurelles, mais à poste, temps de travail, expérience équivalent, les femmes touchent de toute façon 7% de moins que les hommes en moyenne, et ça, c'est de la discrimination pure. Et c'est à cela que le gouvernement veut s'attaquer avec cette réforme, une grande réforme qui devrait concerner au total plus de 14 millions de salariés, hommes et femmes, en Allemagne. Oui, c'est important. Merci beaucoup, Amaury. À bientôt cette semaine. On tourne ensuite avec de nouveau l'actualité internationale. Marie Mamjoglou s'est rendue au Liban, dans la capitale, à Beyrouth en particulier. La vie reprend, vous le savez, là-bas. Et l'art est en pleine effervescence. Il y a un événement qui a retenu son attention sur place. C'est une sorte de foire internationale d'art contemporain. Et je vous propose d'en savoir un peu plus et de redécouvrir peut-être ou découvrir Beyrouth. Beyrouth Art Fair est une foire internationale d'art moderne et contemporain. Beyrouth a toujours été au carrefour entre l'Orient et l'Occident. Donc nous avons aussi bien des artistes qui viennent du Maghreb, qui viennent du Golfe, du Pakistan, d'Asie, de Thaïlande, de Palestine, où il y a une forte création artistique et où les échanges et le dialogue entre toutes ces cultures est très fort. Le seul endroit où ça pouvait se faire, vraiment, c'est vraiment à Beyrouth, puisque le Liban, en tout cas en règle générale, est un pays où vous n'avez pas de censure, où il y a une liberté d'expression. Donc c'est incroyable tout ce foisonnement de culture qu'on peut voir au Liban. Cette année, on a voulu vraiment mettre le point sur la femme libanaise dans la modernité. Entre 1945 et 1975, ces femmes ont vraiment révolutionné le monde de l'art, aussi bien en Occident que dans le monde arabe. Pour la première fois, des femmes se sont exprimées. Les femmes n'avaient pas besoin de travailler. Donc quand elles peignaient, qu'elles étaient artistes et qu'elles travaillaient, elles peignaient vraiment ce qu'elles avaient au fond d'elles et ce qu'elles avaient envie de dire. Nous avons créé un pôle tout à fait nouveau qui s'appelle Revealing. Cet espace permet en fait à chaque galerie qui le désire de pouvoir exposer et lancer un de leurs jeunes artistes. La galerie a juste quelques jours pour pouvoir prouver au public que l'artiste qu'elle présente sera la future star de demain. Le Liban est un pays de culture depuis toujours. Le Libanais est quelqu'un de très demandeur aussi, de très curieux, de très sensible aux arts. Et aujourd'hui, plus que jamais, je fais partie de toute une chaîne d'artistes qui travaillent, qui défendent des idéaux, qui ont envie de dire qu'il y a quelque chose d'autre que la violence et la guerre. Et si à travers mon travail, il y a quelque chose qui peut transparaître dans une autre proposition par rapport à l'image qu'on a ici, je serais vraiment ravi. Pour la première fois, certains des collectionneurs ouvrent leurs portes pour pouvoir montrer leur collection. Je pense qu'on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc il fallait absolument essayer de montrer autant d'artistes libanais qu'on peut. C'est surtout la vision du monde envers le Liban que j'essaie de changer pour que l'image du Liban devienne une image de beauté et de paix, et de culture et de connaissance. Parmi les endroits insolites, la Maison Jaune, Beit Beyrouth, qui va ouvrir prochainement.
Cette ancienne maison qui a été un joyau de l'architecture va être probablement un musée autour de la mémoire. C'est un endroit où l'architecte a voulu laisser tel quel et restaurer chaque impact d'obus, chaque graffiti sur les murs, a voulu laisser les vitres cassées exactement là où elles étaient. Beit Beyrouth est vraiment le lieu symbolique sur l'histoire des années difficiles du Liban. Alors Beyrouth est en pleine effervescence. Il y a des événements un peu partout dans les quatre coins de Beyrouth. La ville entière est devenue une immense galerie d'art. Allez, on passe à la météo maintenant. Stéphane Le Foll. Bonjour. Alors, l'un des 4 policiers attaqués samedi à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, aux abords du quartier de la Grande Borne, est entre la vie et la mort. Une bande qui a attaqué 2 voitures de police au cocktail Molotov. Est-ce qu'on est face à une zone de non-droit? D'abord, moi, j'aurais une pensée pour ce policier et ses collègues qui ont été blessés, dont l'un des policiers est en pronostic vital engagé. Donc, à lui et à sa famille. Le deuxième point, c'est qu'on est dans une zone de sécurité prioritaire qui avait été décidée par le gouvernement, dans une zone difficile, à une forte délinquance. Si j'ai bien compris, il y a une caméra à l'endroit où étaient les voitures de la police, qui empêche ou qui devait empêcher justement un certain nombre de trafics. C'est une zone de non-droit, c'est comme ça que ça s'appelle? C'est une zone quand on est obligé, pardonnez-moi de vous couper, quand on est obligé d'envoyer des voitures de police pour surveiller des caméras de surveillance. Mais c'est une zone qui était une zone de trafic parfaitement identifiée. Et les policiers étaient là justement pour faire droit à cette caméra qui a été à plusieurs reprises détruite parce que ceux qui faisaient les trafics voulaient surtout qu'on ne les voit pas. C'est ça l'enjeu. À partir de là, on doit poursuivre ce travail, mais je mesure aussi, et je l'ai parfaitement regardé dans tout ce que sont les commentaires aujourd'hui, que derrière tout ça, il y a une économie. Il y a des gens qui ont organisé un trafic depuis longtemps. Donc il faut essayer de remonter tout ce trafic. Il faut être dans une lutte qui va prendre là aussi du temps et en même temps, il faut agir vite. Je le sais. Ça fait 10 ans que ça dure ça fait dans 10 ce ans, quartier-là. Oui, plus que 10 ans. Plus que 10 ans. Parce que je crois que dans ce quartier, à Grande Borne, 2005 aussi, les émeutes, il y a eu beaucoup de choses. Ça fait plus que 10 ans. Mais vous savez, les déséquilibres sociaux dans les quartiers, économiquement, socialement, je comprends l'idée qui consiste à dire qu'il suffirait d'avoir des mesures qui viennent les régler en quelque temps. Je crains malheureusement qu'il faille avoir de la détermination et de la continuité dans l'action. Vous avez fait suffisamment pour les banlieues, sincèrement, Stéphane Le Foll? On n'a jamais fait assez. La preuve, c'est que si les choses ne sont pas réglées, c'est qu'on n'a pas fait assez. Mais il faut aussi qu'on soit conscient que ce n'est pas une action à un moment ou législative ou avec des budgets qui va régler des problèmes qui sont là et qui posent beaucoup de questions. C'est des sujets qui nécessitent une action de la police, un soutien à la police, création de postes, zone de sécurité prioritaire. C'est une action qui doit se conduire aussi au niveau de l'éducation, c'est une action qui doit se conduire au niveau économique, c'est une action qui doit se conduire aussi sur la lutte contre les discriminations. Il y aura des mesures annoncées par le gouvernement pour ce quartier précisément? Je n'ai pas d'informations sur le sujet, mais en tout cas la détermination du gouvernement, c'est d'agir sur tous les points sur lesquels il faut agir pour pouvoir redresser des situations qui se sont extrêmement dégradées. Alors, le premier débat de la primaire, ce sera jeudi. Si l'on en croit les sondages, celui qui sortira de cette primaire de la droite et du centre sera le prochain président de la République. C'est les sondages qui le disent. Est-ce que la gauche et le gouvernement sont réduits à compter les points? La gauche et le gouvernement sont réduits d'abord à gouverner, pour ce qui est du gouvernement, et de la gauche à s'opposer. Je crois que cette primaire qui s'engage, et j'ai vu les meetings hier, ou les propositions. Ce qui est intéressant, c'est que l'opposition s'est opposée pendant 4-5 ans. Maintenant, elle est obligée de proposer. Et qu'est-ce qu'on constate? Que Alain Juppé, c'est la vieille droite. C'est celle qui a existé avec le RPR. Suppression de l'ISF. Vous vous rendez compte, on revient à l'ISF. Les 35 heures, la dégressivité pour les allocations chômage, la lutte contre les syndicats, le retour aux 39 heures, la fin des 35 heures. Tout ça, c'est le programme d'Alain Juppé. C'est le même d'ailleurs que Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy y ajoute, lui, du Zemmour et du Buisson. Un peu de Maurras, en plus. Où est-ce que vous voyez ça? Dans quoi vous voyez ça?
dans les expressions qui sont les siennes, dans ces référendums qui sont proposés, dans la manière dont il a présenté et qu'il, après ce que j'ai vu hier soir, cherche à durcir déjà un discours qui était suffisamment dur. C'est intéressant ce que vous dites. Le référendum, pour vous, c'est du Buisson et du Maurras. C'est-à-dire, on appelait au peuple, comme il le dit, c'est du Buisson et du Maurras. J'ai pas dit ça. J'ai dit que hier, c'était quoi? Les thèmes du référendum. Il y a des thèmes qu'il a choisis. Il n'a pas choisi n'importe quel thème. Les fichiers S, notamment, voilà, donc et le on fait regroupement poser des familial. questions sur lesquelles on choisit 2 thèmes. Je ne parle même pas des questions juridiques, de la constitutionnalité de tout ça, mais c'est les thèmes. Les thèmes. Et on voit bien qu'il y a quand même un peu de panique, et donc on est sur des propositions qui se succèdent. Je le dis, donc on est dans béret gris, noir bonnet. François Hollande, vous êtes parmi ceux qui sont en charge d'amorcer d'ores et déjà une campagne présidentielle sans candidat pour l'instant. Vous croyez en lui inévitablement, on l'a bien compris, mais qui d'autre croit en lui? Les Français sont très remontés, comme vous le savez, contre le président de la République. Ils sont plus de 80% à ne pas vouloir d'une nouvelle candidature de François Hollande. Où sont les autres soutiens, à part les indéfectibles dont vous êtes, Stéphane Le Foll? Moi, je regarde les choses avec ce que j'ai fait aussi en tant que ministre de l'Agriculture. Ce qu'on a pu faire sous la présidence de François Hollande. Je rappelle qu'on n'avait pas gagné de présidentielle depuis que François Hollande a gagné. Je me souviens d'ailleurs que les mêmes qui disent aujourd'hui qu'ils avaient fait une erreur de choisir François Hollande n'étaient pas le dernier. Oui, c'était Arnaud Montebourg, n'était pas le dernier à être heureux le soir de la victoire, qui est devenu ministre. Moi, je suis quelqu'un qui a un peu, comment dirais-je, de continuité. Je ne change pas tout le temps d'avis. Je ne suis pas quelqu'un qui brûle ce qu'il a adoré. J'essaye d'éviter ce qui est l'émotion et de garder un minimum de cohérence et de loyauté. C'est ça ce que je suis. Donc je ne suis pas simplement là pour revendiquer une fidélité. Je suis là aussi pour dire, mais attendez, tout ce qui a été fait alors, on oublie. Et vous croyez qu'en faisant ça, vous avez une chance de convaincre les Français? Vous avez dit que vous aviez soutenu, puis maintenant vous ne soutenez plus, et vous pensez que c'est ça qui va faire gagner. Donc moi je dis simplement une chose. Je dis que si, en politique, on n'assume pas et on ne défend pas ce qu'on a fait, mais alors il n'y a plus de raison de convaincre qui que ce soit. Où sont les autres soutiens? C'était la question que je vous posais. Il va y avoir un appel de parlementaires, il va y avoir quelque chose d'un peu massif pour dire il faut que François Hollande soit le candidat de la gauche. Mais moi je ne me place pas simplement sur des comptabilités liées au nombre de soutiens. Je vous dis simplement la logique qui est la mienne. Vous m'avez posé une question, pourquoi je serais encore là? Eh bien si je suis là, c'est parce que moi je crois en des choses, en ce que nous avons fait, et que je ne change pas tout le temps d'avis. Voilà. Une phrase. François Hollande, dans ce quinquennat, je l'ai vu tomber amoureux de la France et des Français. C'est Jean-Christophe Cambadélis qui dit ça. Ça veut dire qu'avant de se présenter à la présidentielle, il n'était pas amoureux de la France et des Français. Alors moi, je ne vais pas interpréter ni faire des commentaires sur ce qu'a dit Jean-Christophe Cambadélis. Moi, j'ai connu François Hollande, premier secrétaire du Parti Socialiste. Il était amoureux de la France, là? Ou il était amoureux du PS? Moi, j'ai fait combien de déplacements dans toute la France? S'il y en a un qui en a fait des déplacements, partout. Et je ne crois pas que l'expérience qui était la sienne d'élu en Corrèze ait montré qu'il n'aimait pas les Corréziens. Donc il aimait les Corréziens, il aimait les Sartois, il aimait les Finistériens, il aimait les gens du Nord, du Sud, du Sud-Est. Je ne peux pas terminer cette interview sans vous poser une question, mais rapide si vous voulez bien la réponse. Aujourd'hui, vous vous rendez au Luxembourg pour le Conseil de l'agriculture avec vos homologues. Vous allez porter une idée, utiliser les surplus de viande bovine pour les réfugiés. Combien de bouches pouvez-vous nourrir avec les surplus européens de viande bovine? Je ne sais pas combien. J'essaye de me poser une question simple. On a, avec le lait et la viande, des sujets sur lesquels il faut qu'on puisse offrir aussi des débouchés, alors qu'on en a de moins en moins. Donc, et il y a une crise humanitaire majeure, donc je vais essayer de pousser cette idée. Pour l'instant, vous êtes seul? Pour l'instant, la France est seule. Bon, merci beaucoup Stéphane Le Foll. À tout de suite, William. Avec Brigitte Féné-Cohen, nous allons vous parler d'un livre qui a fait du bruit, qui va faire encore un peu plus de bruit, écrit par un médecin
Le titre est déjà en lui-même une sentence. Les brutes en blanc. Il est médecin lui-même et on s'est tenté de dire, il sait de quoi il parle. Les patients que nous sommes, nous aussi. Alors cela dit, il ne faut pas généraliser. Toute la médecine n'est pas déshumanisée, mais ce qu'il dénonce, chacun d'entre nous peut dire, oui, ça je l'ai vécu au moins une fois. Mais il ne faut pas généraliser, on est bien d'accord. Effectivement, ce livre ne tire pas à boulet rouge sur tous les médecins. Et d'ailleurs, l'auteur, puis je vais vous dire un mot de l'auteur, c'est quand même le docteur Martin Winkler, qui est médecin, donc vous l'avez dit, mais qui est aussi un auteur à succès, qui a écrit notamment La maladie de Saxe, prix du livre Inter en 1998, livre porté au cinéma. Et donc, ce médecin qui a notamment pris beaucoup la défense des femmes, de la contraception, de l'IVG, là, dans ce livre, où effectivement, il dénonce une certaine déshumanisation de la médecine, dès son introduction, le dit très clairement, attention, il y a partout en France de bons soignants, je le cite, de bonnes équipes, de très bons services. Je rappelle aussi qu'ici même, nous avons traité plusieurs fois des initiatives, par exemple d'établissements hospitaliers qui font de la bientraitance leur cheval de bataille, qui font signer à leur personnel soignant, administratif, même le personnel de ménage, une charte pour que les patients soient toujours traités avec bienveillance, avec humanité. Avec un questionnaire. Quand vous avez été traité. Exactement, qu'est-ce que vous pensez les patients de à la l'accueil fin, voilà, effectivement. Et puis une étude vient de paraître disant que 97% des patients sont satisfaits de leur médecin. Il n'empêche, comme dans toutes les professions, il y a parfois quelques dérapages et certains patients, effectivement, peuvent faire l'objet de maltraitance. Alors, de quelle maltraitance parle-t-on dans ce livre ? Pour Martin Winkler, c'est par exemple un médecin qui vous parle mal, un médecin qui vous juge parce que vous êtes trop gros, parce que vous fumez, un médecin qui ne vous écoute pas, un médecin qui vous prescrit autoritairement un traitement ou un acte chirurgical sans vraiment vous l'expliquer. Ou qui vous informe d'une maladie grave comme ça. Un diagnostic annoncé évidemment brutalement, ça c'est de la maltraitance. Par exemple, un médecin qui vous fait mal lors d'un examen et puis qui vous dit « Ah, vous êtes douillette, vous êtes douillé ». Voilà, donc qu'est-ce que c'est que quelles sont ces situations de maltraitance ? Comment les expliquer aussi ? Parce que ça c'est intéressant de voir d'où elles viennent et comment les refuser. Explication en images. Toutes les situations médicales peuvent être source de brutalité. Par exemple, les situations de gynécologie. Beaucoup de femmes se trouvent face à des gynécologues qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Ah bon, vous n'avez pas d'enfant encore à 35 ans. De quoi je me mêle ? Ou bien, déshabillez-vous intégralement. C'est jamais nécessaire de se déshabiller intégralement. L'échographie peut se faire de deux manières. L'échographie abdominale, on pose la sonde sur l'abdomen de la femme pour regarder ses organes sexuels, ou bien ça peut être une échographie intravaginale. Le médecin doit demander l'autorisation à la femme d'utiliser l'une ou l'autre, parce qu'un certain nombre de femmes ne veulent pas qu'on introduise une sonde dans leur vagin. Toute pénétration, qu'elle soit sexuelle ou non, sans consentement est un viol. Être maltraité verbalement, se voir imposer des gestes sans explication et sans justification, tout ça c'est de la maltraitance. Il y a des spécialités dans lesquelles les maladies sont toujours graves, comme la cancérologie ou la neurologie. Mais il y a deux manières d'annoncer un diagnostic. Ou bien on l'annonce comme un coup de massue sur la tête, ou bien alors on l'explique très progressivement au patient, on le soutient, et surtout on lui montre qu'il n'est pas tout seul. Ça, c'est une manière de bien traiter. Si on l'annonce comme un coup de massue, c'est de la maltraitance. La maltraitance de certains médecins est liée essentiellement à leur formation. Les études médicales favorisent les gens qui vont s'intéresser à la science, qui vont s'intéresser aux techniques. Mais la médecine, c'est un métier relationnel, c'est un métier de soins. Donc on sélectionne plutôt des techniciens que des soignants. Le système hospitalier est un système où le savoir se transmet de manière verticale. On ne discute pas la parole du patron. Par conséquent, c'est un lieu hiérarchisé qui est un lieu de pouvoir et qui est un lieu d'abus possible. À partir du moment où même les médecins à l'intérieur, les étudiants se font maltraiter par cette hiérarchie, ils ne peuvent pas être bienveillants avec les patients. Personnellement, je pense que tout patient doit se défendre. On doit apprendre, quand on est maltraité verbalement par un médecin, à prendre ses affaires et à s'en aller. Et à s'en aller sans payer, parce qu'il n'a pas rendu le service pour lequel on est venu. On doit apprendre aussi, si on fait l'objet d'une brutalité manifeste, à écrire au procureur et à dire « je porte plainte contre ce médecin ». Parce que le médecin a des obligations liées au code de déontologie. S'il les enfreint, il faut qu'il soit redevable de ça devant la justice. C'est très important parce que quand on le fait, on permet à d'autres
de ne pas subir les mêmes brutalités. Bon, vous allez lire ça attentivement. Voilà. Vous allez voir si vous vous reconnaissez. Ce qui est important, c'est ce qu'il dit à la fin. Si vraiment il y a abus, si vraiment c'est grave, vous pouvez avoir un recours, évidemment, Bien sûr, avec un la recours, justice. même en Oui. justice, même s'il ne s'agit pas de multiplier les procès contre les médecins. Il faut Non, vraiment c'est pas ça le évidemment que but ça du jeu. soit important. Donc si vous voulez en savoir plus, donc, je vous conseille ce livre de Martin Winkler, Les Brutes en blanc, aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Brigitte. À tout à l'heure. La météo. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Isabelle Martinet, ici présente, va vous parler d'un nouveau service. Alors pour l'instant, c'est limité à l'aéroport de Lyon, mais ça va sûrement s'étendre, bien sûr, où il vous est arrivé déjà de passer, vous savez, les fameux portiques, puis ça sonne. Pourquoi? Il y a le coupe-ongle, il y a les petits ciseaux, il y a le briquet en métal qui est resté dans le sac. Confisqué. Confisqué. Alors une fois sur deux, vous ne le revoyez plus. Généralement, on le pas une revoit fois sur plus deux, du deux tout. fois sur deux. Oui, c'est Si on ça. le mettait dans un petit sac, je me souviens à une époque, et c'était remis au personnel de bord. Alors, généralement, c'est détruit, ce qui fait quand même mal au cœur, parce que ça peut être un objet qui a une valeur marchande ou sentimentale, et vous avez fait l'erreur de la laisser dans votre sac à main ou dans votre bagage cabine, et c'est terminé, c'est confisqué. C'est le flacon de parfum de plus de 100 millilitres, enfin tout ce qu'on n'a pas le droit de porter en cabine. Donc la nouveauté, c'est que ce service a été mis au point, et ça c'est intéressant, ça a été mis au point à l'initiative du personnel de l'aéroport de Lyon. Donc c'est vraiment pour les voyageurs, ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même une solution pour faire en sorte qu'on puisse récupérer ces produits. Ça n'est pas possible encore pour tous les produits, ça n'existe effectivement que dans l'aéroport de Lyon, qui est quand même le 4e de France, après Roissy, Orly et Nice. Donc c'est déjà pas mal, il y a quand même 8 millions de personnes qui voyagent via l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Et on a voulu voir ce qui se passe, comment procéder quand justement vous avez commis cette erreur pour pouvoir récupérer votre produit. Bon, mais quand vous commettez une erreur de ce genre, est-ce qu'on vous le fait payer? Oui. Ah ben oui, oui. C'est pas bien, on vous tire l'oreille et ça coûte. Et alors là, ça vous coûte 12 € pour récupérer le produit. Mais selon le produit, vous dites de garder-le. C'est ça. Ou vous vous dites, gardez-le, finalement, ça n'a pas d'importance. Ou vous dites, oui, je suis vraiment bien content de pouvoir me le poster à moi-même, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et ensuite, vous réglez sur le site de l'aéroport, directement en ligne, sur Internet. Vous avez 3 semaines pour le faire. Sinon, c'est détruit. Et la bonne idée, c'est de le faire dès que vous êtes en salle d'embarquement. Comme ça, vous avez encore Internet, vous avez le Wi-Fi et c'est fait, vous n'y pensez plus. Voici une reconstitution sur place. Vous avez fait ça? Mais une reconstitution, parce que plan Vigipirate oblige, ça n'est pas forcément très facile d'aller filmer la réalité sur place. Une sorte mais de nous sommes film, rendus quoi. à Lyon. Ah mais oui, une Avec création. des acteurs. Oh, fais-toi. Chaque année sur Saint-Exupéry, 18 000 objets sont confisqués. Cela va de couteaux tels que celui-là ou toutes sortes de liquides de plus de 100 millilitres. Dans le cadre de la démarche innovation lancée par l'aéroport, 2 salariés ont mis au point un service qui permet aux passagers d'avoir la possibilité de récupérer ultérieurement son objet. C'est très simple. Si lors de votre passage à la sécurité, un objet interdit est détecté, l'agent de sécurité va vous proposer une enveloppe dans laquelle vous insérerez votre objet et ensuite vous noterez votre adresse et ultérieurement vous aurez la possibilité sur notre site internet de payer en ligne afin que cet objet soit réacheminé et ceci fonctionne en France ou à l'étranger. Actuellement, on est le seul aéroport en France à proposer ce service et chaque aéroport en France pourrait le mettre à disposition de ses passagers puisqu'il est assez simple dans son concept. Chaque aéroport est autonome et indépendant. Il n'y a pas de réglementation générale sur les qualités de service en aéroport. Par contre, les bonnes idées des uns peuvent être reprises par les autres assez facilement. Bon, bonnes idées des uns. Et c'est ça, on a envie de dire à bon entendeur, parce que ça serait pas mal que à Roissy, à Orly, enfin à d'autres aéroports de France, de Navarre, à Paris, où vous voulez, on puisse avoir ce même type de service tout de même. C'est pas très compliqué de mettre en place
une enveloppe quitte à payer 12 € pour vous retourner à vous-même ce fameux produit. Voilà. Le Merci message beaucoup. est passé. Comment? Je dis le message est passé. Oui, j'espère. Voici un bloc-notes culture. Avec dans le rôle titre Adèle Haenel, 27 ans, et déjà elle aussi récompensée. Deux Pourtant une jeune Césars. actrice que tout le monde ne connaît pas. Non, un cinéma très exigeant, on ne l'a pas vu dans des films populaires. 2 Césars de la meilleure actrice, 2 années de suite, à 27 ans. Vous vous rendez compte? Donc, quel film Alors, il y a eu peut-être Suzanne, avec Sarah Forestier. Elle a reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Et puis, en 2015, l'excellent film Les Combattants, où là, c'était le César de la meilleure actrice. On connaît des acteurs très talentueux, 50, 60 ans, qui en rêvent de leur César. Elle, 27 ans, un César chaque année, 2 années de suite. C'est mérité, c'est vrai, parce que cette fille, elle a quelque chose de spécial, vous allez voir, parce qu'on l'a rencontrée. Déjà, elle choisit bien sa filmographie, une filmographie très pointue. Là, on est dans un film des frères Dardenne, c'est leur 10e film. Film qui était présenté à Cannes, chouchou du festival. 6 de leurs films ont déjà été primés à Cannes, dont 2 palmes d'or. Ils font partie du club select des bipalmés. Vous savez qu'il y en a que 8. Il faudra compter sur les Dardennes, ses frères belges. Alors cette fois-ci, la fille inconnue, de quoi ça parle? Ça commence comme un polar. Adèle Haenel, c'est une jeune médecin généraliste dans la banlieue de Liège. Un climat social, un peu miséreux tout de même. Et un soir, elle refuse d'ouvrir le cabinet, la porte de son cabinet à une femme qui sonne. Il est 20h, le cabinet est fermé et la jeune médecin ne décèle pas d'urgence express. Donc n'ouvre pas la porte. Le lendemain, les policiers arrivent et lui disent: la femme à laquelle vous avez refusé d'ouvrir et a été retrouvée morte sur la berge. On ne sait pas qui c'est, personne n'a réclamé son corps. La jeune médecin est alors rongée par le remords. Elle décide de mener elle-même l'enquête. Donc là, on est dans les codes du polar. Sauf que très vite, on les perd. Ce qui intéresse ici les Dardennes, c'est de nous offrir un film sur le sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que ça fait chez nous? Comment ça peut ronger un individu? Et comment la culpabilité peut devenir un moteur pour agir? Cette femme médecin va tout mettre en œuvre pour se racheter une conscience et pour trouver le nom de cette femme qui a été tuée afin de lui offrir une sépulture correcte. Oui, parce qu'on n'a pas de famille. Exactement, personne connue, ne réclame son corps. On est dans un combat de femmes, comme souvent chez les Dardennes. Vous vous souvenez de Marion Cotillard dans 2 jours, 1 nuit, des frères Dardenne? Pendant 2 jours, elle faisait du porte-à-porte afin de sauver son emploi. Vous vous souvenez de Rosetta, Palme d'Or avec Émilie Dequesne? Émilie Dequesne, elle vivait dans un mobil-home, sa mère était alcoolique, elle allait à l'usine, elle se battait pour avoir une vie normale. C'est du cinéma humaniste, social. Voilà. Nous avons rencontré non pas les frères Dardenne, on s'est dit tiens, c'est une bonne idée de montrer un peu plus au grand public qui est cette jeune Adèle Haenel dont vous allez beaucoup entendre parler. Bonjour Adèle. Bonjour. Il s'est passé quelque chose de grave? On a trouvé le cadavre d'une femme près du fleuve, en face où il y a les travaux. Je l'ai entendu. Julien, le stagiaire, voulait ouvrir, mais j'ai pas voulu. C'était plus d'1 heure après la fin des consultations. Vous ne pouvez pas savoir. Parlez-nous de vos débuts, Adèle. À 12 ans, qu'est-ce qu'on ressent sur un plateau? La première expérience, ça vous a plu? Vous vous êtes dit, ouais, il y a un truc, c'est vraiment ça que je veux faire? C'est comme si on le savait déjà, en fait. C'est pas genre, je me dis pas genre, oh tiens, marrant. Non, c'est juste, je le sais parce que j'ai ça, ça à l'intérieur de moi. Donc cette envie de cinéma, vous l'avez en vous depuis que Non, vous êtes mais petite? Pas une envie de cinéma, c'est une envie de jouer, c'est pas la même chose, mais je sais pas, c'est même pas une envie, c'est juste une passion, en fait. Les Dardennes, ils sont réputés pour travailler assez en amont avec leurs acteurs. Bon, déjà pour prendre contact, parce qu'il faut pas se leurrer, je veux dire, c'est super impressionnant de tourner avec eux. Enfin voilà, moi, vous l'avez dit, j'ai 27 ans, hein, pas 45, je suis un peu stressée. C'est pas du tout abstrait, ils répètent vraiment, ils ont une méthode vraiment très spécifique, c'est qu'ils répètent chaque scène dans les décors. Ouais, les positions, tout ça. Ouais, voilà, les mouvements, essayer de comprendre comment un geste va permettre de passer d'un personnage à l'autre et tout ça. Je n'ai jamais vu à mon cabinet. Concernant les causes de sa mort, l'enquête avance? Ça ne vous regarde pas, docteur. On sent, Adèle, déjà, dans vos choix de films, une vraie conscience sociale. Moi, je trouve que l'important, c'est que le cinéma, il parle du monde, quoi. Ouais. Et selon vous, les films un peu plus populaires, les comédies, par exemple, comme on en voit souvent, parlent moins du monde? Là, ce que vous appelez populaire, c'est des films peu exigeants, en fait. Qu'on pourrait appeler peu exigeants, un genre de divertissement. Je pense que c'est juste parce qu'on n'arrête pas de répéter à tout le monde qu'il y a un cinéma pour les gens intelligents et un cinéma pour les gens qui ont envie de ne pas se prendre la tête, alors que n'importe quoi, en fait. Je pense que tout le monde a accès à ça et que c'est vraiment
un raccourci. Un raccourci, et puis même quelque chose d'assez terrible de dire, voilà, naturellement, c'est normal que 80% des gens aillent voir des films dans lesquels on se prend pas la tête. Parce que c'est comme si on avait rabâché en permanence aux gens, te prends pas la tête, voilà, c'est pas grave. En fait, c'est pas pour toi ce genre de choses, mais grave, c'est pour toi. Les personnes sont complètement capables, de prendre leur vie en main si juste il y a quelqu'un qui leur dit, tu vaux carrément le coup de t'élever, de te prendre la tête. Ouais, c'est pas forcément facile, mais en fait, ce que tu vas devenir toi, personne d'autre peut le devenir. Et là, par contre, si tu restes sur ces endroits-là, de regarder des trucs qui sont tout simplets, qui te demandent rien, en fait, évidemment, tu ne deviens rien. Voilà ce que je pense. T'as vu quelqu'un qui la suivait? Et c'est qui ce quelqu'un qui prétend l'avoir vu ici? Je vous accuse de rien. Ta gueule, t'as rien à lui dire, toi! Qu'est-ce qui vous reste du film, Adèle? Je sais pas, une autre façon d'exprimer sa colère aussi, quoi. Faite par de la douceur. Vous êtes en colère? Oui. Ouais. Pas vous. Si, parfois, mais pas tout le temps. Vous trouvez pas que, de manière générale, les choses mettent en colère? Que le fonctionnement du monde met en colère? Moi, oui. Qu'est-ce que vous auriez envie qu'on vous souhaite? Continuer à faire des films. Des beaux films, continuez. Merci beaucoup, Adèle. Merci. Voilà pour cette jeune fille. Elle est étonnante, elle a de la personnalité. C'est vrai qu'elle n'est pas encore rompue à l'art de l'interview, mais au moins elle parle vrai. Voilà, à sa manière. Ça sort ce mercredi. Certains ont dit nouveau film des frères Dardenne, Un diamant brut, oui, c'est ce qui a marqué sur l'affiche. Avec des guillemets ou pas? Un diamant comme ça. D'autres ont trouvé que c'était un Dardenne mineur. Voilà, c'est quand même un cinéma pour moi assez essentiel. Le point de vue de départ est intéressant. Le point de vue départ est intéressant. Son traitement aussi. On va en savoir un peu plus sur cette. Bien sûr, mais on sait qu'on est dans un film des Dardennes. On sait ce qu'on va voir. Il y a une exigence. Ça sort ce mercredi. C'est le mot qu'il faut retenir, exigeant. Absolument, exigence. Au premier degré, William, merci. Nous exigeons d'avoir des chroniques intéressantes et très haut de gamme. Vous verrez ça dans quelques instants, encore plus. Ah non, c'est pas possible. Il n'y a pas de limite. Place à l'actualité du spectacle vivant et le théâtre en particulier. Avec Jean-Philippe Viau, nous avons choisi de vous montrer des extraits d'une pièce qui a eu un certain succès dans les années 60. Quand je dis certain, c'est énorme succès. Oui, avec Jacqueline. Oui, quand je vous dis Croque-Monsieur, c'était avec Jacqueline Maillan à l'époque. Et là, cette fois-ci, c'est Fanny Ardant et Bernard Ménez. La comédienne Fanny Ardant, il reprend le rôle donc de cette croqueuse d'hommes qui se retrouve veuve pour la 5e fois. Ça devient un métier, c'est un métier. Et alors, elle cherche un nouveau mari, riche de préférence. C'est une bonne comédie de boulevard à découvrir ou redécouvrir. C'est effectivement avec beaucoup de plaisir que les amateurs de théâtre vont retrouver la célèbre comédie qui, dans les années 70, consacra Jacqueline Maillan, reine du théâtre de boulevard. Écrite par Marcel Mitois, Croque-Monsieur, qui s'appelait initialement Une femme en or, fut créée au Théâtre Saint-Georges en 1964. La pièce se joua, tenez-vous bien, plus de 1700 fois. C'est aujourd'hui Fanny Ardant qui en incarne le rôle principal, aux côtés entre autres de notre Bernard Ménez national. Thierry Cliffat en signe la mise en scène. C'est au Théâtre de la Michaudière à Paris. Nous sommes ruinés? Très bien. Soyons ruinés, mais comme des gens qui en ont les moyens. Ce que je veux lui faire faire en 48 heures, j'ai besoin d'un enthousiaste. Je ne trouverai jamais un vieux Saint-Vincent de Paul résigné à épouser une mendiante péruvienne, mère de 2 enfants pour rien. Oui. Le rideau se lève et le mari de Coco, le personnage de Croque-Monsieur, son mari s'est suicidé. Et le tout, c'est de retrouver un mari sans que les gens sachent que Coco est veuve et ruinée. Donc ça va être la chasse au mari. Elle aime la vie. Et elle attend beaucoup de la vie. Entrez, cher monsieur. Je suis Madame Bezos, Coco Bezos. Je vous dérange? Affaire Bezos. Bezos, SOS? Oui, en quelque sorte. Mon personnage s'appelle Anatole Longuevie, riche millionnaire ou milliardaire qui vit seul. On l'a convoqué pour rencontrer le mari de Coco Bezos. J'ai une mauvaise surprise parce que le mari n'est pas là et c'est elle que je rencontre. Et ça me va pas du tout cette histoire. Voilà. Mais tu le connais celui-là au moins? Of course. Belge, plus de 60 ans, chauve, une moustache blanche, une jambe raide. Déjà. Pas besoin ici de pousser les traits de jeu et les effets à outrance. La mise en scène soignée se suffit à elle-même pour faire ressentir le parfum des 60s. Plus d'un demi-siècle après sa création, Croque-Monsieur réveille toujours nos zygomatiques. Connaissez-vous l'histoire d'un gentleman nommé Adam? Oh, vous auriez pas dû enlever vos lunettes.
Quel beau regard vous avez là. C'est un peu comme dans Fédo. C'est que c'est la mécanique qui est drôle. Les gens n'ont pas besoin d'être drôles. C'est les situations, c'est les quiproquos, c'est les malentendus, c'est les phrases. Il y a des phrases qui font rire à elles, toutes seules. Vous les adorerez, vous en serez fous. Oh, c'est-il pas mignon, 2 enfants? C'est vrai que vous savez pas ce que c'est, les enfants, hein? Ah, mais si, je sais. J'en ai 6, hein, donc je sais. J'aimerais bien savoir ce que vous êtes venu faire chez moi. Non mais regardez-moi ça. C'est marié, puis ça vient faire la cour à une femme chez elle. On a amené le personnage à notre personnalité et je crois qu'on ne peut pas faire autrement avec ce genre de pièce. Dans la comédie, c'est là où l'acteur apprend le plus la dignité, qu'il faut rester très sobre, qu'il faut faire confiance au spectateur, que par définition, un spectateur est un homme aussi intelligent que l'acteur. Madame Bezos! Excusez-moi, il y a une erreur de génération. C'est votre père qui avait rendez-vous. Mais ne puis-je le remplacer? Je suis son successeur. Son héritier? Oui, bien sûr. Asseyez-vous. Même si dès les premières minutes, on a tous en mémoire l'inimitable Maillan, on tombe vite sous le charme d'une Fanny Ardant très à l'aise, fantasque, insouciante, spontanée, provocante et surtout subtilement drôle aux côtés de Bernard Ménez. Le texte de Mitois a peut-être pris quelques rides ici et là, c'est vrai, mais qu'importe, l'essentiel est de retrouver avec plaisir tous les malentendus, invraisemblances et autres loufoqueries indispensables pour rire et sourire dans une bonne comédie au théâtre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon spectacle et à très bientôt. Voilà pour le théâtre, la revue de presse. Allons-y. C'est la revue de presse d'actualité parce qu'il y a un homme, je ne pouvais pas louper ça, il y a un homme qui est dans tous les journaux ce matin, c'est Nicolas Sarkozy. Vous savez qu'il y a eu un meeting hier. Alors, d'abord, il y a eu un nouveau sondage dans le cadre de la primaire de la droite. Sondage pas très bon pour lui, vous voyez la une du Figaro. L'écart se creuse entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy au premier tour. Alain Juppé ferait 42%, nous dit le Figaro, contre 28% pour Nicolas Sarkozy. Et c'est encore plus net au second tour où le score serait d'environ 60-40. Alors évidemment, ça n'est qu'un sondage et cette primaire est encore dans plus d'un mois, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la presse de ce matin est dubitative quant à l'ancien président de la République. Alors justement, elle en parle, la presse, parce que Nicolas Sarkozy faisait ce grand meeting hier à Paris, meeting pendant lequel il a fustigé ce qu'il appelle les élites. Vous voyez le titre du journal 20 minutes à droite, qui écrit, je cite, que l'ancien président a entonné la ritournelle de ses thèmes favoris, l'humanité à gauche, écrit que celui qui fut le président des riches essaye de faire peuple, puisque Nicolas Sarkozy, dans son discours d'hier, a critiqué ces élites qui ne prennent pas le métro. Alors, l'histoire ne dit pas si Nicolas Sarkozy lui-même est un habitué des transports en commun. Évidemment, vous me direz que l'Humanité, c'est un journal qui ne trouvera jamais rien de positif chez Nicolas Sarkozy. Donc c'est un peu facile. Mais le journal Les Échos, lui aussi, regardez, journal qui est loin d'être de gauche, il va de sa critique, de même que le journal Le Monde. Pour rebondir, Sarkozy veut rejouer le peuple contre les élites. Beaucoup de choses dans ce titre, rebondir, ce qui veut dire que Nicolas Sarkozy est à la peine, effectivement. Rejouer, sous-entendu que c'est une partition déjà utilisée. Alors le problème, écrit le journal, c'est que le peuple a déjà dit non à Nicolas Sarkozy en 2012 sur les mêmes thèmes. Donc est-ce que le peuple changera d'avis? D'autant plus qu'une autre séquence de ce meeting n'a pas non plus convaincu la presse. Voyez ce titre. Alors là, c'est sur Internet surtout que ça se passe. Site Internet d'abord du journal 20 minutes. Ingrid Betancourt, vous savez, l'ancienne otage de la jungle colombienne, libérée pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ingrid Betancourt était présente lors du meeting d'hier. Et elle a déclaré, lorsque mes ravisseurs dans la jungle entendaient le président Sarkozy à la radio, ils avaient peur. Lorsque nous entendions la voix de Nicolas Sarkozy sur notre radio rafistolée, j'ai vu la peur se dessiner sur la face de mes geôliers sous l'effet de ces paroles. Fin de citation. Alors cette déclaration de l'ancien otage semble à beaucoup ce matin un peu exagérée. Elle fait même l'objet de certaines moqueries sur Internet. Et puis l'autre actualité tragique de ce week-end que reprennent les journaux, c'est ce qui s'est passé à Viry-Châtillon, bien sûr en banlieue parisienne, inadmissible zone de non-droit. Titre Le Parisien aujourd'hui en France, avec cette photo effrayante des voitures de police incendiées. 4 policiers agressés à coups de cocktail Molotov. Vous trouverez des articles dans tous les journaux. Vous voyez ici La Croix ou 20 minutes par exemple, mais c'est Le Parisien qui fait l'article le plus terrible, tout simplement en reproduisant plusieurs anciens articles depuis 10 ans sur les agressions à répétition, pas en banlieue en général, sur ce simple carrefour de Viry-Châtillon. Voilà des années que les trafics, les gangs et les violences ne font que croître et embellir dans nos banlieues sous tous les gouvernements de droite comme de gauche. Dans le journal 20 minutes, le maire de Viry-Châtillon espère qu'au moins ça a mis en lumière le problème de sa ville et que la prochaine étape, c'est que les forces de l'ordre iront faire cesser les trafics à l'intérieur même de la cité de la Grande Borne. De son côté, Mediapart rappelle que les effectifs de police ont beaucoup baissé. Alors pas seulement sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est la baisse qu'on voit au début du graphique,
Voyez cette courbe. Et puis, l'actuel quinquennat a certes stoppé l'hémorragie, mais les effectifs policiers n'ont réaugmenté que très peu, malgré un contexte sécuritaire où on aurait bien besoin d'eux. Enfin, je termine par Le Parisien qui publie un sondage selon lequel 52% des Français seraient favorables à ce qu'on vende le cannabis sous contrôle de l'État dans les bureaux de tabac, ce qui est à peu près le même sujet, puisque ça permettrait peut-être de faire cesser les trafics. Voyez ce sondage dans Le Parisien. Merci beaucoup. À propos d'actualité. Ouais, il n'avait pas fait que ça, mais, ah non, il n'a pas fait que ça. Ça a dû lui faire des beaux jours. Rien que ça, déjà, oui, ça fait la vente de sa voiture, qu'on va dire. Oh, voilà, oui, peut-être largement. ou son jardin, un petit jardin à l'anglaise devant son petit pavillon. Il a fait que des tubes ou il a fait pas mal de tubes. Alors, étonnamment, pas que des tubes, c'est intéressant. Quand vous allez sur la page Wikipédia, vous voyez des chansons, vous voyez Donna Summer, où il a écrit pour Aretha Franklin aussi. Ah, quand même. Et, oui, mais ça n'a pas fait des tubes, c'est ça qui est intéressant. Quand vous écoutez, vous dites, ah oui, vous l'avez vaguement entendu. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on écrit une chanson, parfois ça fait thriller et parfois ça fait une bonne chanson, mais qui ne devient pas un tube international. Donc, vous l'avez dit, Ron Temperton nous a quittés à 69 ans. Autodidacte, un artiste incroyable. Et quand il a commencé sa carrière d'auteur et de compositeur, il travaillait encore dans une usine de poissons aux États-Unis. Quincy Jones lui-même l'appelait l'homme invisible, puisqu'il donnait très peu d'interviews, on ne le voyait pas. Enfin, ouais, Ron Temperton, tout le monde est persuadé que c'est Quincy Jones ou Michael Jackson qui ont écrit Thriller. En fait, pas du tout. Et vous allez voir qu'il a écrit un bon paquet de tubes. Je vous ai fait un meilleur d'heure, Ron Temperton. Regardez ce que le garçon a écrit, c'est bluffant. C'est vrai qu'on ne connaît pas son visage, on l'a très peu vu. Bah non, on l'a très peu vu. Et on en parlait juste pendant les petits extraits. Voilà, ça c'est le visage de Ron Temperton maintenant. C'est Quincy Jones qui a été le chercher en 79. Il était dans un groupe qui s'appelait Heatwave. Heatwave, ça vous dit rien comme ça, vous allez voir leur tube, juste après, il est assez connu. Enfin, en tout cas, on l'a dans l'oreille. C'est Boogie Night, leur tube, je cherchais. Voilà, Boogie Night. Et donc voilà, là on le voit sur la photo. Celui qui est complètement à droite, à gauche. Enfin voilà. En haut à gauche. En haut à gauche, voilà. Celui qui est à côté du garçon qui a la coupe afro, c'est Monsieur Ron Temperton. Et voilà, ils avaient tous une tête d'enfer quand même. Et en même temps, il y avait eu un rabais sur les t-shirts, j'ai l'impression, parce qu'ils ont que des vestes. Lui, il a oublié de mettre. Oui. Et lui, il me dit quelque chose, lui. Je pourrais pas vous dire comme ça. Ce visage vous dit rien. C'est un peu Prince, jeune. C'est un mélange de Prince et Lenny Kravitz. Oui, c'est vrai. Oui. C'est Princey Kravitz, voilà, on peut dire n'importe quoi. Tout le monde, c'est pas enregistré, ça passe pas, là, tout ce qu'on dit. Non, bon, voilà, c'est bon. Voilà, et période Heatwave, ça c'est le groupe Heatwave. Vous savez comment il est rentré dans ce groupe? J'adore cette histoire. Il y avait une annonce, genre, on cherche un clavier sympa et tout. Il a répondu, moi je veux bien. Pouf, il a été engagé. Le truc de dingue. Il écrit Boogie Night, tout le monde fait, ouh, ah, génial et tout. Et Quincy Jones arrive, et Quincy Jones, qui a toujours le nez et l'oreille surtout, fait, toi, tu vas venir avec moi. Et il l'emmène, et il commence à travailler avec Jackson sur l'album Off the Wall, sur lequel il écrit le titre Off the Wall et Rock With You, machin. Je vous ai retrouvé un extrait du groupe Heatwave, vous allez voir, il est au clavier avec un petit costard moulant. J'adore, c'est classe. Alors, ça, en 77, tout le monde dansait. Hein. C'est formidable, ça. On peut retrouver le type qui a fait les costards. Ah, le mec qui a fait les costumes. Il vit en exil ou c'est Donald Caldwell ou je sais pas, ou l'autre, je sais pas, lequel faisait les costumes, lequel faisait les... Je sais pas. Roger Hart. Roger Hart, peut-être, c'est un des deux. Donc, regardez la photo, voilà, regardez. Voilà, la photo des copains avec Spielberg, Quincy Jones et Michael Jackson. Alors, dans tous les tubes qu'il a écrits, il a écrit le méga tube de George Benson, parce qu'on l'associe à George Benson, c'est Gimme the Night. Vous voyez, Gimme the Night. Voilà. Le titre de George Benson, c'est Ron Temperton qui l'a écrit. Et moi, je vous ai retrouvé un truc extrêmement rare, c'est la démo, c'est-à-dire le truc qu'a enregistré Ron Temperton chez lui en chantant. Donc, je vous ai mis la démo qu'il avait envoyée. Ça, c'était destiné simplement, c'est un petit amuse-gueule pour le chanteur. Exactement. Il a envoyé à George Benson en disant, voilà, j'ai écrit ça, qu'est-ce que t'en penses? Je vous ai mis l'un à côté de l'autre la version de la démo de Ron Temperton et la version qu'on connaît. Vous allez voir, c'est quasiment la même chose. Il y avait déjà tout dans le titre. Regardez.
était quand même impliqué dans sa démo, là. C'était vachement bien. Non, il y avait un écho, il y avait tout ce qu'il fallait. Ce qui est drôle, c'est pas dans sa chambre d'hôtel ou... Ah non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y avait tout. Le seul truc qui manquait, c'était la voix et surtout la guitare. Je crois que Benson a eu un Grammy Award pour la meilleure performance vocale en 80 pour ce titre. Il était magnifique, lui, hein, aussi beau que Sidney Poitier. Ouais, exactement. Le sourire, le petit col en V, le petit pull en mohair. Encore un peu? Ah bah non, c'est tout. Bon Je peux vous en parler pendant des heures. Il y a des tas de... Ce qui est génial, c'est d'aller fouiller les titres des années 70-80 qu'il a écrits. Et vous savez, ça vous dit rien, vous écoutez et vous dites « Ah mais oui, bien sûr ». C'est-à-dire que c'est que des trucs qu'on a un peu dans l'inconscient comme ça et vous vous rendez compte qu'on a un paquet de chansons dans le cerveau qui servent à rien. Mais c'est toujours un plaisir. Vous avez raison. Puis si vous pouvez avoir les images, et vous avez vu pourquoi tout à l'heure, c'est sublime. Pour le costard? Bah oui. Ah ouais, le juste au corps orange. On aimerait les mêmes. Tiens, le 1er avril, on va essayer de s'habiller comme ça. Télématin 50... oui, que ce jour-là. Télématin 50... Oui. Aucun rapport avec le groupe en question, mais enfin, ils étaient de Toulouse, donc ça tombait bien, la musique. Et oui, ben, c'est pour ça. Oui, ça se passe à Toulouse. C'est vrai que des concerts de ce genre, on n'en parle pas souvent, on a probablement tort, avec une musique sacrée, puisque ça se passe dans une église avec de l'orgue. Mais il n'y a pas que ça, hein. Non, alors c'est un festival, on le dit, c'est qui est à Toulouse, un festival d'orgue. Alors, l'orgue, c'est un instrument rare, évidemment, par définition, parce que il y a un vrai orgue ancien qui fait partie du patrimoine. Ça se trouve au fin fond d'une église. Et puis, c'est plutôt méconnu, ou plutôt mal connu, on va dire, parce que il est assimilé à une image poussiéreuse, une image de musique baroque, religieuse, classique, que vous entendez pour les baptêmes, les mariages, voire même les enterrements. Sauf que l'orgue, c'est pas seulement ça. On peut tout jouer sur un orgue. C'est un instrument de musique sur lequel, finalement, on peut faire autant de musique baroque que classique, mais aussi, pourquoi pas, de la musique folk, tzigane, ou encore du rock. Et là, on va le voir avec une adaptation des Pink Floyd. Donc, vous voyez, c'est un festival. Alors, vous allez me dire pourquoi on va s'orienter sur les orgues à Toulouse particulièrement. Il se trouve que Toulouse est une ville dans laquelle vous avez une concentration d'orgues unique au monde. C'est-à-dire que pour un si petit endroit, vous avez un nombre d'orgues totalement hallucinant. Une trentaine d'instruments. Je vous parle d'orgues très anciens, très beaux, majestueux, dont 10 sont classés au patrimoine mondial, donc monuments historiques et tout ça. Tous dans des églises? Tous dans des églises. Et donc, du coup, cette ville qui possède une des plus belles collections d'orgues, elle va attirer tous les organismes du monde entier et tous ceux de l'Europe. Donc on va se retrouver avec des gens qui viennent du Japon, qui viennent des États-Unis, qui viennent de tous les pays et pour qui ce festival devient une référence. Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Ce festival enchante vraiment la région Midi-Pyrénées. Je vous propose d'écouter tout simplement et de découvrir ça. C'est un festival d'abord de musique classique, puisque l'orgue est un instrument patrimonial, mais on a une ouverture vers d'autres musiques, vers d'autres genres artistiques, et donc à l'intérieur de ces 10 jours, vous allez avoir des concerts de musique baroque, symphonique, des créations, de l'improvisation, des musiques traditionnelles et même du rock. Faire rentrer des jeunes qui écoutent de la musique électro et leur proposer un orgue qui date d'il y a 150 ans, ça peut ne sembler pas évident. Et pourtant, ça marche. Il y a la même passion, il y a ce déclic, ils sont étonnés. Les organistes d'alors, dans les années 80-90, connaissaient le côté unique du patrimoine des orgues de Toulouse. Ce sont 30 instruments, une dizaine classés monuments historiques. Certains sont tellement connus dans le monde entier que des groupes d'amateurs viennent des États-Unis ou du Japon juste pour écouter ces instruments. À Toulouse, vous avez beaucoup d'instruments différents, de différents styles pour faire différentes musiques. Il y a pas mal de villes où il y a plusieurs instruments intéressants, mais je crois que Toulouse, dans l'échelle européenne, c'est assez exceptionnel comme patrimoine. Vous avez un instrument avec des parties du XVIIe et du XVIIIe siècle. Vous avez 4 claviers. Vous avez même 5 claviers parce que vous avez un clavier de pédalier, donc là, on peut jouer avec les pieds. Et toutes ces manettes, ça s'appelle des jeux, et ça correspond à une sonorité, et c'est comme si à la maison, à la cuisine, vous avez des épices. Il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont plus doux, n'est-ce pas? Vous avez des épices qu'il faut... par exemple, quelque chose de très spécial qu'on utilise avec parcimonie, quelque chose de plus doux. Et
toutes ces sonorités, vous pouvez les mélanger. Et c'est ça l'art de l'organiste, de créer de nouvelles compositions sonores ou de nouvelles sonorités. L'orgue, c'est un peu comme un orchestre. C'est un orchestre particulier fait avec des tuyaux. Et l'église, conviction religieuse ou non, reste un lieu magique. Et je pense qu'on y vit toujours des choses musicales fortes, précisément par cette magie que dégagent ces pierres qui ont été édifiées il y a souvent tellement longtemps. Ça dure en ce moment encore? Oui, on a fait l'ouverture, donc vous pouvez aller découvrir ces concerts jusqu'au 16 octobre. Le festival se termine le 16. D'accord. On continue avec Isabelle. Julia du Web a des choses à vous dire à propos d'un journal qui parle aux enfants et qui explique l'actualité. Julia? Oui, nous on explique l'actualité tous les matins ici. Ce journal qui s'appelle Le Petit Libé, édité par Libération une fois par mois sur Internet et qui est aussi doublé d'une appli qui leur est dédiée, va expliquer l'actualité, tout ce que nous, on traite tous les jours aux enfants. Alors, c'est un journal totalement interactif, pédagogique, à hauteur d'enfant. Vous le voyez pour les 7-12 ans. Il va décrypter chaque mois l'actualité. Le dernier article concerne l'élection américaine. Mais je vous en parlais aussi parce que ce qui préoccupe beaucoup les parents, c'est les exercices de sécurité qui vont avoir lieu dans les écoles juste après les vacances de la Toussaint. Et la grande préoccupation des parents, c'est comment expliquer ces exercices de sécurité anti-intrusion à nos enfants, à qui on a aussi répété que dans l'école, ils étaient en sécurité. Et bien, sur le site du Petit Libé, vous avez toutes sortes d'explications justement sur la sécurité, sur le lieu de l'école, sur la police, et peut-être que vous aurez certaines réponses à donner à vos enfants et vous, des conseils pour vous, parents, pour leur parler. Merci beaucoup, Julia. Ça